Bien le bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ce dimanche pour le traditionnel hebdo des éditorialistes. Et cette semaine, l'actualité nous a un tant soit peu servi. Le Bénin et le Niger semblent amorcer un nouveau chapitre dans leur relation avec les premiers résultats des travaux du comité d'experts chargé d'examiner les conditions d'une réouverture concertée de la frontière entre les deux pays. Une frontière dont la fermeture a profondément affecté les échanges économiques, les populations riveraines. Et nous en parlons avec les invités sur ce plateau. Et nous reviendrons aussi sur ce bras de fer judiciaire et politique qui oppose Éric Rondeté Nourenou Tchadé au sein du parti Les Démocrates. Une affaire qui dépasse désormais les personnes concernées et soulève une question pour nous sur l'avenir de l'opposition béninoise en cette période de rêve. Et bien sûr, le débat se fera avec des éditorialistes. Aurélien Aïssou, DP du quotidien 4 sur table. Bonjour. Bonjour, c'est un vrai plaisir. À côté de vous, Aubry Nyankadja de Le Paraclet. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs, bonjour le plateau. Et Landry Roueton de Philao News. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Je le disais, depuis quelques semaines, les signaux d'un rapprochement progressif s'observent entre le Bénin et le Niger. Le comité d'experts a mis en place par les deux pays vient de remettre les résultats de ses travaux sur les conditions d'une réouverture concertée de la frontière. Alors, je vais démarrer par vous, Aurélien Aïssou. Que faut-il retenir d'abord des conclusions du comité d'experts sur la réouverture de la frontière? Bon, merci beaucoup. Si je n'avais pas lu le communiqué, c'est ce que l'effet que cela produit au niveau des deux pays, parce que c'est la politique qui a divisé les pays. Sinon, en temps normal, c'est des populations qui sont ensemble. Nous sommes dans la même Afrique, nous sommes tous des Noirs. Et le brassage a toujours été les plus nobles dans le temps. Donc, même après cette fermeture ici, celui qui n'exerce pas une activité commerciale, s'est toujours senti, le Béninois s'est senti toujours nigérien, et le Nigérien s'est toujours senti béninois, et vice-versa. Ils ont des contours, même plus ou moins officiels, par lesquels ils passent pour intégrer les deux pays en sortant, selon le besoin qui se signale dans le temps. Alors, si dès la prise de fonction du président Wada, il s'est rendu là, il a senti le besoin de ce qu'on ne peut rien diriger, nous ne pouvons plus rester de façon isolée pour dire que même si c'est nous qui avons le port, ça apporte quelque chose à notre pays. Et en tant que ministre des Finances pendant tout ce temps, et au sein de l'autre régime, il a compris qu'effectivement, il a un déficit. Et rapidement, il a voulu sauter sur l'action en tant que chef. Il est allé donc. Quelles que soient les conclusions, nous savons qu'il y aura la réouverture très bientôt. Merci à vous. Et Landry Roueton, ces conclusions viennent à peine 2 semaines après le passage du président de la République au Niger. Est-ce trop rapide? Le timing est bon selon vous? Est-ce que les experts ont fait un travail de fond? Oui, je vous remercie beaucoup. Je voudrais ne pas avoir la langue de bois sur le sujet, et puisque c'est que nous sommes sur un plateau sérieux, je ne sais pas à qui a profité réellement cette fermeture de la frontière au niveau de ces deux peuples. Et comme je le dis... C'est arrivé déjà, on se posait un peu comment c'est arrivé en souffrant. D'une façon ou d'une autre, qui avait intérêt à ce qu'on ferme cette fermeture, cette frontière-là au niveau de ces deux pays, quand on sait que le Bénin n'est que le prolongement du Niger dans l'océan Atlantique et que l'un ne pourra réellement pas s'épanouir sans l'autre. Et donc ça a été, pour moi, excusez-moi du peu de le dire comme ça a été une bêtise. Ça a été une bêtise diplomatique, ça a été une bêtise qui a fait souffrir ces deux peuples. Et donc... vous dites? Inutilement. Inutilement, merci beaucoup. Et donc, moi, on a annoncé qu'il devrait avoir ouverture de la frontière. On nous annonçait cela, qu'il y avait déjà un semblant de dégel. Il y a eu des démarches diplomatiques, même déjà sous le président
Patrice Talon, on a vu quand celui qui aujourd'hui est ministre délégué à la défense, l'ancien député Agoncan a été nommé ambassadeur de ce côté-là. On a semblé voir un dégel, mais subitement, on n'a pas compris le feuilleton qui a suivi. Mais ce qui, moi, me chagrine un peu, hein, vous le permettez, je vais le dire comme ça. Et lorsque nous avions vu le président Romi Awadani s'ébranler vers Niamey, avec tout ce que nous avions vu, j'ai été content, j'ai pas été forcément surpris. Peut-être la surprise, c'est dans la célérité de la démarche, mais je suis resté un peu sur ma faim. Vous me demanderez peut-être pourquoi. Et je vous dirai, que devrait-on attendre? Pourquoi devrait-on plutôt attendre 2 semaines de travaux avant? Pour moi, après cette conclave des chefs d'État, tout ce qu'il y a eu autour, moi j'aurais souhaité, je ne suis pas un décideur, je ne suis qu'un analyste politique, un chroniqueur, moi j'aurais souhaité que les deux côtés s'ébranlent à la frontière, qu'il y ait une ouverture symbolique de cette frontière, quitte à ce que la partition diplomatique puisse suivre après et que l'on puisse voir tout ce qui se fait. Mais là... donc vous voulez que les choses soient renversées en fait? Non, pas renversées. Pourquoi? Écoutez, où se trouve la norme dans cette histoire? La norme, selon peut-être vous, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour moi, la norme aurait été que l'on puisse poser un acte fort. Elle s'est dit qu'on a fini de discuter, on s'est entendu sur le principe d'ouvrir la frontière. Qu'est-ce que ça nous coûte de nous donner, de faire la paix des braves à cette frontière-là? On ouvre, pas peut-être officiellement, mais on ouvre de façon symbolique, je l'ai dit. Le geste aurait été d'une certaine grandeur, hein. Mais bon, on ne l'a pas fait. Ils ont décidé, c'est les chefs d'État, hein, c'est eux qui ont décidé de fermer hier, entre eux là, et c'est eux qui décident encore d'ouvrir. Et donc, d'une façon ou d'une autre, c'est eux qui décident du timing et du calendrier. Et j'ai lu le communiqué de façon transversale, hein, je l'ai lu de façon laconique, je le dis comme ça. Pour moi, ce n'est qu'un communiqué, ce n'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin qu'on accélère, parce qu'on a perdu déjà trop de devises dans cette histoire. Dans les échanges entre les deux pays, on a perdu trop de devises. Et donc, il faut accélérer les choses, parce que le Bénin a besoin. C'est la première étape d'abord avant qu'on arrive écoutez, aux choses concrètes. Étape ou pas, on a besoin d'avoir le geste utile. Allons-y. Si demain, on décidait d'ouvrir, qu'est-ce qui empêcherait le Niger et le Bénin de le faire? Pourquoi devrait-on attendre? Vous me parlez de diplomatie, il y a une démarche, il y a un communiqué qui a sous-tendu des experts. Les experts ont fait quel travail? Ils vont faire quel travail au niveau de ces frontières? Là, on dit ouvrez les frontières, comme le disent. Ils sont des experts. Non, attendez, écoutez, ils sont des experts. Mais sur le principe de vivre ensemble de ces deux peuples-là, c'est quoi les travaux de ces experts-là? Ils veulent aller recueillir des informations auprès des peuples pour savoir si on veut ouvrir, on doit ouvrir. Non, je ne sais pas. Ouvrez les frontières, comme l'a dit Tiken Djavakol. Ouvrez les frontières pour que les peuples, le brassage, Aurélien l'a dit tout à l'heure, le brassage entre les peuples, nous ne sommes que les mêmes peuples. C'est le blanc, le colon qui est venu mettre ces barrières et ces frontières virtuelles en nous faisant croire que nous ne sommes pas les peuples. Nous ne sommes que les mêmes peuples. Le peuple du Niger, c'est le peuple du Bénin, c'est la même famille. Et on fait les affaires, et il y en a qui sont ici, qui sont au Niger. Bref, d'une façon ou d'une autre, moi je voudrais, pour faire court sur la question que vous me posez, le timing, pour moi il n'y a pas de timing, il ne devrait pas avoir de timing. On devrait pouvoir sauter les verrous très rapidement, poser un acte symbolique fort, aller ensemble, les deux présidents devraient aller ensemble à la frontière pour montrer au peuple que désormais la procédure est enclenchée et qu'on peut ouvrir les frontières d'un instant à l'autre. Et puis après, les experts, ce que les experts font, ils font le travail. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce dont moi j'ai besoin en tant que citoyen béninois, frère de l'autre Nigérien, c'est qu'on ouvre les frontières pour que moi je puisse passer et qu'on ne puisse pas. Certainement, ce sera fait, on en arrivera là. Merci, on vous aura compris. Puisque vous êtes dans le secret des dieux, certainement. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce sera fait peut-être après cette émission. Je ne suis pas du tout. Alors, Aubry Nyakadja, vous avez écouté tout à l'heure votre vis-à-vis. Voilà, le timing. Mais il faut sauter les verrous pour reprendre ces mots.
Oui, comme il a déjà souligné, je crois qu'on est en train de vouloir faire un diplomatiquement trop correct, alors que le problème qui s'est posé, la solution était connue d'avance. On savait ce que le Niger réclamait du côté du Bénin. On savait les récriminations justement du Niger contre le Bénin. On savait aussi les réserves du Niger contre le Bénin. Alors, les mots étant déjà connus, moi je pense qu'on devrait mettre un peu plus de célérité. C'est déjà le lieu de saluer la démarche du président béninois qui a compris un tant soit peu que les deux éléphants qui se battaient en fait ne faisaient souffrir que leur peuple. Patrice Talon, l'ex-président, n'a pas senti grand-chose de la fermeture de cette frontière-là. Pour entamer cette démarche, on pouvait espérer cette démarche du côté de notre vis-à-vis. Les vis-à-vis n'ont jamais fermé les portes du dialogue vis-à-vis de nous. Mais ils ont demandé, vous savez, la sécurité, comme on aime bien aussi le dire chez nous, sûreté d'État. Lorsque ce mot est évoqué, il y a tous les essais qui l'accompagnent automatiquement. Ils ont estimé qu'à leurs frontières, justement, qu'il y a des menaces de notre côté. Ils voulaient juste des garanties. Et ce n'était pas aussi difficile. Et on pouvait s'ouvrir, leur montrer ce qu'ils voulaient, si tant est qu'on n'avait vraiment rien à leur cacher, comme on aimait bien le dire. Mais le pas étant déjà posé, nous sommes allés vers eux. Ils nous ont bien reçus. C'est la preuve qu'eux aussi, ils attendaient notre arrivée. Ils voulaient échanger avec nous. Les experts, bon, quelle conclusion, tout le monde sait. Ils écriront beaucoup de papier, mais il n'y a qu'au niveau des frontières, des personnes qui continuent de souffrir. Il n'y a qu'au niveau des frontières, des familles qui continuent de pleurer, puisque la fermeture des frontières a totalement ruiné des familles, a totalement disloqué des familles, surtout les commerçants et les transporteurs. Alors, il faut voir ce pan de la chose et au lieu de courir derrière le diplomatiquement correct, que nous travaillons très rapidement à ce qu'on a mis que des briques et des bétons. Si on s'entend, on se fait confiance. La bonne foi du président Wadaï est saluée du côté de Tiani. Si Tiani lui fait confiance, tel le communiqué l'a souligné, ouvrez les frontières pour que ce brassage, cette fraternité qui a toujours existé entre les peuples frères du Bénin et du Niger se vivifie. C'est tout ce qu'il y a à souhaiter à cette heure. Et Aurélien Issou, cette évolution intervient justement alors que les groupes armés terroristes continuent de menacer les pays du Sahel. Le Niger, quand même, récemment, a été frappé par une attaque meurtrière au bord de l'aéroport de Niamey, faisant plusieurs dizaines de morts. Faut-il craindre pour l'ouverture tant clamée de la frontière Bénin-Niger? L'aéroport du Niger n'est pas la frontière entre les deux pays, donc ça s'est déjà passé une fois, et bien avant l'arrivée au pouvoir du président Wadaï. Donc ça, c'est des choses qui arrivent propres à chaque pays. Ici, je le vois, ils ont tué 11 citoyens nigériens sont morts, que ce soit civils et militaires, de l'autre côté des ennemis, plus de 20 morts. Donc on peut toutefois dire que c'est ce dont soupçonnait le Niger contre le Bénin, parce que affaire de frontières, c'est autre chose. Mais en diplomatie, par rapport aux mesures sécuritaires, c'est d'où interviennent les experts dont ne maîtrise pas trop le fondement, mon confrère Landry. Parce que si tout le temps, vous vous rappelez, en temps, le Bénin avait déjà tendu la main. Et c'est le Niger qui a dit que lui n'ouvre pas tant qu'il n'aurait pas satisfaction à tête, je peux qu'on ne lui garantirait pas tête ces choses. Alors, si déjà on va, c'est ce qui peut freiner un peu la lourdeur. Quand disait l'autre que qu'est-ce qu'on attend, c'est pas d'ouvrir seulement les frontières, parce qu'il disait qu'il avait d'autres pays qui feraient passer des choses à travers les frontières. Donc, s'il doit y avoir filtrage, il doit y avoir des postes justes à poser pour que de l'autre côté, qu'on puisse bien contrôler, et bien des postes mixtes, et qu'on puisse contrôler le corridor, tout ça là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je ne vois pas ce que par rapport à l'attaque qui est survenue. Bon, cette attaque, même dans un même aéroport, elle est survenue il y a de cela quelques mois. Donc, ça vient, je ne sais pas, ce n'est pas lié à la frontière ni à la diplomatie entre le Bénin et le Niger. Dans ces conditions, est-ce qu'il y a des conditions qui devraient entourer la réouverture alors? Je reste avec vous. Oui, c'est ce que je dis, parce que le Niger soupçonnait le Bénin de quelque chose, parce que même ils ont tout dit que ce n'est pas le Bénin le problème. Tiani dénonçait quelque chose. Oui.
Et dès que le président Ouattara était ministre de ce même régime, et pourtant ça n'a pas pu être fait. On pourrait dire qu'il vivait ça la mort dans l'âme, parce que lui-même peut-être que ça l'indisposait. Toutefois, si on prend le point sur lequel c'est le plus important, qui est le brassage, nous sommes le même peuple. Oui. Même si on parle aujourd'hui de la CEDEAO, de l'AES, je ne pense pas qu'avec notre cas d'identité, on ne puisse pas aller au Niger et vice-versa. Donc, je ne vois pas que ce soit le point là. Le point que posait Landry, c'est d'ouvrir pour que ça puisse continuer. Et maintenant qu'ils viennent s'asseoir pour dire, bon, voilà ce qu'on peut dire qu'on n'a pas fait. Nous nous sommes déjà rencontrés, les peuples ont constaté l'impact de notre rencontre et que ça démarre. Mais sinon, si on va dire, si les experts qu'on désignait tant, disaient que non, on attend un an, on attend 2 ans, ça qu'on va encore attendre avant que cela ne soit acté. C'est la préoccupation de mon compagnon, c'est la préoccupation de presque tout le monde, puisque les frontières étaient toujours restées fermées. Même après la rencontre, c'est encore resté fermé. Pourquoi n'a-t-on pas dit non? Une fois que nous sommes rencontrés, on a accepté, on a dressé le tapis rouge à notre président. Donc, eux-mêmes avaient cette soif de relancer ce brassage, ce vivre ensemble entre nos deux communautés. Beaucoup plus profond que ça. À eux de nous le dire. Je ne voudrais pas être des experts. À eux de nous dire, moi, en tant que citoyen lambda, c'est pour moi, c'est que la frontière est toujours restée fermée. Et ma satisfaction serait que la frontière soit rouverte, c'est tout. Oui, Monsieur Rouetan, sur la question de, au-delà des retombées économiques justement, la question sécuritaire, qu'est-ce qui doit entourer ou quels seront les intérêts convergents des deux pays pour assurer une sécurité vraiment pour les populations frontalières? Je voudrais déjà embrancher sur l'appendice de ce que Aurélien a exposé un peu pour dire. L'aéroport a été attaqué, mais le Bénin n'a pas attendu le rapport des experts avant d'apporter son soutien au gouvernement nigérien. Je crois que ça a été fait, tout le monde a été au courant. Et donc, je crois que lorsque on me dit que le président nigérien, Tchani, avait des griefs contre le régime du président Patrice Talon, ben, écoutez, on vivait dans la convivialité, il y avait toujours des problèmes de terrorisme. Et je me rappelle aussi qu'il nous a été interdit, nous qui sommes des médias, de nous étendre sur les questions de terrorisme, sur les plateaux de télévision. Je ne sais pas si vous nous permettez de le dire, parce que je ne voudrais pas vous faire... Non, la façon de le dire, écoutez, nous, autant que nous sommes tous sur ce plateau ici, nous ne sommes pas parvenus dans ce métier, nous avions des années d'expérience et lorsque, comment dirais-je, la balise est posée, il ne faudrait pas sauter les verrous. Et donc, moi, je voudrais déjà m'accrocher à ce que les autorités ont dit. Mais toutefois, je crois que je vais vous répondre en utilisant juste un adage pour dire un lion qui va seul à la chasse ramène moins de gibier qu'une meute de loup. C'est un peu pour dire, lorsque nous sommes ensemble et que nous ne mettons pas en mal les accords de Badagry et tout ce qu'il y a dans comment dirais-je, la libre circulation des personnes et des biens, et que nous sommes tous d'accord que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser, je crois que le peuple nigérien et le peuple béninois ne peuvent pas accepter que des intrus, des divorcés sociaux sur qui la civilisation n'a aucune emprise, ne puissent venir semer les désordres et mettre à mal l'économie de ces deux pays. Et donc je crois que je vais juste m'en arrêter là pour ne pas être obligé de rentrer dans les méandres de cette affaire sur le terrorisme, parce que c'est un dossier qui est très lourd. Oui, je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait une mini-thèse sur la propagation de la doctrine salafiste en Afrique de l'Ouest. Oui, voilà. Et donc, je sais de quoi on est en train de parler, mais je m'empêche de rentrer dans les méandres de cela, parce qu'il y a trop de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Et quand on parle de terrorisme dans la sous-région, subitement, on se retrouve à vivre ce terrorisme-là. Il y a une différence entre le djihadisme, le terrorisme, les groupes armés non identifiés. Et voilà, trop de paradigmes que beaucoup ne maîtrisent pas. Donc, je voudrais qu'on s'arrête là et qu'on puisse dire que pour combattre ce fléau, ce mal, nous avions le devoir de nous mettre ensemble
de laisser tomber les griefs des uns contre des autres, comme le dirait Loki Benoît et son chien l'accuse de rage. Le Bénin dira aussi qu'on a des griefs contre le Niger. Et on a vu, suivez mon regard, le 7 décembre dernier, des choses ont été dites. Et le Niger a répliqué, a dit des choses. Est-ce on va continuer à s'embourber dans cette situation qui n'arrange personne? Parce que comme l'a dit le confrère Aubry, ce n'est pas eux au sommet qui vivent la galère que nous vivons. Autant que nous sommes tous ici, nous avions quelqu'un qui est sur ce corridor, qui est un transporteur, qui est un camionneur. Et les marchés qui se créent sur le tronçon de Cotonou jusqu'à Niamey, c'est beaucoup de choses, c'est des activités qui se mènent. Et tout cela aujourd'hui sont obligés de regarder le ciel, d'implorer Dieu et attendre la providence pour pouvoir suivre. Ce n'est pas possible. Et c'est de ça que nous parlons. Le diplomatiquement correct, oui, ok, d'accord. Mais de quoi avions-nous besoin aujourd'hui? Ouvrir les frontières, comme je le dis, et pour qu'on puisse continuer à vivre le reste. Dans les paperasses, là, ils vont mettre leur thèse et tout, comme l'a dit le confrère Aurélien. Donc, si les experts produiront leur rapport dans 10 ans, on attendra encore 10 ans avant d'ouvrir ces frontières. Mais ça c'est de l'illusion, c'est pas possible, ça. Aubry Akadia, à qui profite finalement cette réouverture? Cette réouverture profite à tout le monde, je l'ai dit. Il y a eu tellement, il n'y a aucun bien à voir son semblable, son frère nigérien ou béninois, qu'il soit en train de mourir de faim. Si vous avez une idée du nombre de camions à la frontière, tout de suite, puisqu'il y a eu des camionneurs qui ont pris des marchandises ou même avariés doivent livrer. Et c'est au niveau du point de livraison que l'assureur viendra faire son constat. Et pendant près de 3 ans, ces camions sont immobilisés. Ces transporteurs sont à la frontière, dorment à la belle étoile pour ne pas se laisser dévaliser, puisqu'il y a un contrat qui les lie. C'est vrai, l'assurance paie, mais tout le monde sait, après combien d'années, les maisons d'assurance ont le temps de regarder leurs clients. On sait ce qui se passe souvent de ce côté-là. Tout le bien salué, je l'ai dit, tout l'honneur est revenu peut-être au président Romuald Wadaï, qui, par sa position de ministre des Finances, sait ce que la fermeture de cette frontière-là coûte sur le budget national. Il en a vraiment une idée. C'est pourquoi, dès les premiers jours, il a choisi de sortir le Bénin de cette posture d'enfant belliqueux de la sous-région où on a des problèmes avec tout le monde, nous provoquons tout le monde, personne ne nous fait confiance. Vous comprenez? Vous pensez que nous provoquons tout le monde? Oui, mais justement, on est d'accord, mais puisque à la fin, ce conflit, ça a éprouvé émotionnellement, commercialement et financièrement les deux nations. Émotionnellement, puisque beaucoup de nos frères ont épousé des Nigériens, des Nigériens aussi, des Béninois. Allez dans la zone de Djougou, vous allez en rencontrer plein qui ont pris des Béninois qui vivent avec eux. Mais ce rapport de Tom et Jerry entre nos deux chefs d'État ont fait que véritablement, il y a des foyers où, de l'ancien régime, mais la boute est venue de l'ancien régime. Romuald Wadaï, le président de la République, a juste sorti un gros correcteur pour aller corriger cette page de... Il ne fait que réparer. Réparer ce que le régime antérieur, donc justement, il est aussi comptable, il est allé réparer cette boute momentanée, cette boute diplomatique. Fallait-il lui précisément pour réparer les choses? C'est lui, justement, mais lui, il a un septennat à faire. Ce n'est pas 5 ans qui finit vite, c'est 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il a promis pendant la campagne au peuple béninois que lui, il viendra faire du social. Le social, c'est d'abord le manger. Ne cherchez pas loin. Lorsque vous n'êtes pas rassasié, vous n'avez même pas le temps de penser à votre santé aussi, abîmée aussi, dégradée qu'elle soit là. Dès que le ventre est plein, c'est là où on commence à sentir la lourdeur du bras, la lourdeur de la tête. Et on commence à s'apercevoir qu'on n'a pas d'argent dans la poche, qu'il y a aussi une grosse maladie. Alors, il a attaqué là où il faut. En aidant les deux peuples frères, ces deux chefs d'État à ouvrir les frontières, c'est qu'il y aura relance de l'activité économique. Les caisses de l'État vont se renflouer un peu. Les citoyens aussi, dans les allées venues, paieront aussi. Le péage est essentiel. Nous n'avions pas une idée de ce que les péages des deux pays brassent en termes de revenus pour un pays. Et l'autre chose à saluer, ça nous permettra, les joies venir, ce qu'on ne souhaite pas, lorsqu'il y avait eu ce fameux 7
décembre au Bénin, tous les regards se sont tournés vers le Niger. On a dit, il y a même des putschistes s'enfuient. C'est-à-dire c'était carrément un boulevard ouvert où chacun allait de ses mots, même si personne n'a la preuve officielle que tel ou tel est de tel côté. Et lorsque le Niger aussi est éprouvé, le Niger pense automatiquement que le conflit avec le Bénin en a pour quelque chose où la main du Bénin est passée derrière. Donc la fin de cette page sombre entre ces deux pays permettrait aux uns aux autres de partager l'infosécurité. C'est impensable que deux pays qui partagent une frontière se refusent de partager l'information, même culture, se refusent de partager l'information. Et la sécurité, c'est l'info. Lorsque vous avez, je ne vois pas le Niger laisser hors la loi traverser une frontière avec le rapprochement nous donnera l'info si jamais ils soupçonnaient que nos frontières étaient poreuses et quelque chose pouvait se passer de l'autre. Ce serait la même chose. Eux, ils ont peut-être le bonheur d'avoir la Russie aujourd'hui en partenaire qui surveille leur pays. Nous, on a toujours la France. Qu'est-ce qui nous empêche de filer ce que l'un a dit à l'autre là-bas pour que ces deux peuvent vivre en paix? C'est tout le bien qu'on peut souhaiter aujourd'hui et les implorer de se parler davantage afin que la paperasse continue de faire son petit bout de chemin entre bureaux, entre ces 15 acteurs, mais que la frontière soit effectivement ouverte et que l'activité économique reprenne. Merci à vous. Et pour finir rapidement avec ce sujet, on va dire que le voile est levé. Oui, parce qu'au-delà de l'impact économique, il faut déjà aussi l'éducation. Parce que vous vous rappelez, dans le temps, il y a des diplômés béninois qui sont allés, ils ont eu des diplômes du Niger, on dit que ce n'est pas reconnu, ces écoles. Or, ce sont des citoyens béninois. Ils ne doivent pas souffrir de ce que le politique, de l'erreur du politique, de la décision peu sociale du politique, l'éducation, la santé. Celui qui est à la frontière Niger, à Malanville, qui a un mal, est-ce qu'on a l'équipement nécessaire pour le ramener vers le sud, bien pour aller traverser la frontière et l'envoyer là? Il y a des morts béninois qu'on a fait passer par le fleuve. Des êtres humains. Or, le dernier hommage qu'on doit rendre à un être humain, est-ce qu'on mérite ça? Juste à cause d'une décision politique. Donc, moi, je vois qu'il est urgent et tel que l'a déjà démarré le président Wadaï. On sait qu'on est sûr qu'il aura un aboutissement très proche et les deux peuples vont se fusionner comme d'habitude et le passé sera derrière nous. Et donc, voilà, le voile est donc levé, la frontière Bénin-Niger, nous avons vu le travail des experts, le timing est bon, mais la réouverture est la chose la plus importante selon les éditorialistes. Mesdames et messieurs, après plusieurs épisodes judiciaires, l'affaire a connu un nouveau rebondissement avec le report de l'audience en appel en ce qui concerne Noureno Tchadé et Éric Rondeté. Au-delà de la procédure elle-même, cette crise pose une question essentielle pour nous, celle de la capacité du principal parti d'opposition à préserver son unité et sa crédibilité. Alors je me tourne vers vous, Landry Ouetton. Que révèle réellement le différend entre Éric Rondeté et Noureno Tchadé, au-delà de la mamaille qu'on voit dans l'actualité? Je vous dirais que la comédie qui ne fait pas rire. Oui, la comédie qui ne fait pas rire, je crois que nous avions des choses plus sérieuses dans le pays. Et on a des questions de développement. Qu'on débatte de ces questions et qu'on laisse la politique politicienne à ceux qui veulent en faire leur chou gras. Moi, je vous dirais que je ne suis pas un Tchadéisant ni un Rondétéisant, comme le dirait l'autre. Je ne suis d'aucune chapelle. Même si les experts en communication vous diront qu'aucun journaliste ne peut jouer sur une certaine neutralité. Mais je voudrais qu'on mette dans la moule de cette neutralité mes appréciations et que l'on puisse s'en tenir à cela. Et je suis désolé de vous le dire, et qui est-ce que ça arrange ce feuilleton politico-juridique ou judiciaire, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous me parlez encore de partis de l'opposition. Vous en connaissez encore dans ce pays? Les démocrates sont là. Lorsque tout le monde est pratiquement dans les rangs,
comme le dirait l'autre. Non, écoutez, il faut qu'on fasse... Nous avons un paysage partisan bien défini. Nous avons la mouvance, nous avons les démocrates qui incarnent l'opposition. Ça, c'est votre appréciation des choses. C'est ce qu'on connaît tous. Non, d'une façon ou d'une autre, je vous concède cela. Mais moi, je dis, souffrez que je vous le dise, c'est peut-être pas le chroniqueur qui le dit, c'est peut-être le citoyen lambda qui le dit comme ça. C'est des gens que nous avons côtoyés, nous avions vu comment ça a fonctionné. Tout un rêve qui a été brisé par des pratiques qui relèvent d'une période de Mathusalem et que nous avions décrié. Et donc, je crois que j'ai suivi sur d'autres plateaux ce débat. Et pour moi, ça ne fait même pas sérieux qu'on puisse exhiber cela. Et que l'on se réclame aujourd'hui être de l'opposition, alors qu'on ne pose aucun acte pratiquement qui relève de cela. C'est comme si, bon, on se fout pas mal de nous, et c'est comme si on est en train de nous brimer intellectuellement. On voit les choses se faire. Et ben là, on a renvoyé le procès au 18 octobre prochain. Et donc, qu'il continue. Et puisque nous sommes même dans une trêve. Écoutez, on est dans une trêve politique. Et larguons ce sujet et puis parlons développement et qu'on laisse cela à l'appareil judiciaire de s'occuper de ça et que ceux qui sont en train de se chamailler par rapport à cette question. On a vu Éric Ntété dans une posture pendant les élections et on le voit encore revendiquer. Il y avait déjà une décision de la Cour. On le voit aujourd'hui revendiquer encore la tête de la présidence. Est-ce que ce n'est pas ambigu? Il vous a dit qu'il a démissionné. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Il a parlé de pacte républicain entre-temps. Qui, pendant cette période électorale, post-électorale, n'a pas exhibé son appartenance à ce cahier de charge que le candidat, hier candidat, aujourd'hui président de la République, nous a exhibé. Qui, connaissez-vous, dans ce gotha politique, n'a pas osé ne pas être d'accord avec ce qui a été proposé, autant qu'ils sont tous. Est-ce que c'est parce que Éric Ntété dit qu'il n'est plus forcément de l'opposition entre griffes, et même ceux qui aujourd'hui sont restés en griffes à la maison, n'ont-ils pas aussi en son temps faire des déclarations pour peut-être ne pas soutenir, mais être d'accord? Vous me parlerez du pacte républicain. Eh bien, écoute, ça n'engage que ceux qui ont sorti ce lexique, et ceux qui ils savent ce qu'ils ont mis dans ce pacte républicain, quitte à ce que celui qui est élu... Peut-être c'est pour formaliser effectivement ce pacte républicain et donner ces lettres de noblesse à ce parti-là que Éric Ntété, d'une certaine façon, est en train de revendiquer la tête de ce parti au Brignacadia. Oui, mais ce feuilleton donne de la matière à tous ceux qui ont pensé qu'il y avait un bicéphalisme dans la nomenclature de ce parti où des clivages sont nés et le président Boni Yayi n'a vraiment pas su se mettre dessus pour taire ses velléités. Il y a qu'aujourd'hui, qu'Éric Ntété, dans sa posture, on fait la lecture qu'aujourd'hui il a installé un G5, un G quelque chose quand même, qui soutient ou quand même qui est prêt à s'asseoir à une même table et à discuter avec le président Romuald Wadayi. Alors, en se battant aujourd'hui pour prendre la tête du parti, les démocrates, encore que la trêve ne permet plus cette histoire de chantage politique où, avec un récépissé du parti de l'opposition, on peut toujours réclamer quelque chose et penser être utile au Conseil du développement. Il n'y a qu'aujourd'hui que le peuple béninois a seulement envie d'entendre développement. On a envie de voir ce que Romuald Wadayi, l'actuel président de la République, nous a promis. Nous avons encore des problèmes latents. Nous avons quel problème? L'opposition aujourd'hui, le président Romuald Wadayi a déjà posé quel acte où il doit déjà avoir opposition par rapport à ça. Je ne sais pas, on veut s'opposer par rapport à quoi? Encore que ceux-là, que ce soit le camp Tchadé, que ce soit le camp Éric, tout le monde connaît tout le monde, on les connaît tous, on les a vus pendant la campagne. On sait ce qui se joue. Il n'y a aucun intérêt d'un peuple que ceux-là défendent. Il n'y a que leurs intérêts qui, pour devenir chef de file de l'opposition, qui n'est pas négligeable, si le gouvernement acceptait accéder à toutes les facilités et tous les avantages liés
à ce poste-là. Et il n'y a qu'aujourd'hui qu'Éric, qui a créé déjà sa plateforme, qui échange déjà avec le candidat Romuald Waraï, et avec cette présidence revient un peu plus fort, c'est-à-dire, ce n'est plus ce qu'on dit, Guado voto, quoi, Guado tofoué. Il revient maintenant avec quelque chose qu'il peut négocier. Président, je suis allé te prendre la présidence, voilà ça. Hein. Je clôt, on passe au développement et je veux participer à ce développement. Vous allez constater, plus les jours avancent, plus les postes sont distribués et moins les postes deviennent rares. Et vous allez voir du moins qu'il y a une tonne de communiqués. Tous les partis commencent à pondre des communiqués pour dire vraiment nous félicitons ce que vous faites, Monsieur le Président. Et il y a ceux-là qui, même s'ils faisaient communiquer, ne donneraient plus grand-chose puisqu'ils sont restés dans cette posture d'opposants serrés tout le temps là, qui est l'aile de Atchadé. Alors, le peuple n'a rien à égarer, ils peuvent continuer leur feuilleton, ont intérêt à les suivre, les Atchadéisants, les Ondetéisants. Le peuple ne rêve que de développement actuellement. On peut les laisser dans leur feuilleton, mais il n'y a que des guerres d'intérêt et de leadership qui se posent entre ces deux clans aujourd'hui, pas une guerre pour ce peuple-là. Une guerre de personnes, ou je vais dire plutôt une crise de personnalité au sein de ce parti, Aurélien Hérisson. Oui, personnalité et non de personne. Parce que moi, je me suis posé une question. Pourquoi c'est après la formation du gouvernement qu'il y a eu ce rebondissement? Et quand la justice a rendu son verdict, et Eric n'avait pas interprété à l'appel. Et normalement, je ne suis pas trop juriste, mais est-ce qu'il a une période, il a un temps pour faire appel, non? Normalement, c'est 14 jours au cours des dossiers, mais dans ce cas précis, je ne saurais dire quelle est la durée. Mais c'est spécial. Le connaissant et sachant qu'il est avec des juristes et tout, c'est sûr qu'il est dans la période pour interpréter. Encore qu'il y avait plus urgent, il y avait la campagne. Voilà, bon, parce que je suis étonné que ce qui est déjà pratiquement passé, et ma curiosité était que comment c'est après la formation du gouvernement? Est-ce qu'on s'attendait à quelque chose? C'est pour cela qu'on a pu accepter le verdict de la justice dans le temps. Ou bien, quand on a vu que bon, tout passe, et je ne peux pas le repêcher par l'eau de ruissellement qui embranle tout. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Et dans le gouvernement, on constate que bon, pratiquement aucun soit dans le griffe opposition, même si l'opposition est non critique, on n'a pas pu repêcher des gens de l'autre côté. Parce que, l'autre question est que pourquoi avoir attendu aussi la démission de Paul Rouquet, qui était toujours chef de file de l'opposition? Comme lui, il a pu démissionner, est-ce que c'est pour quand on a dit, bon, rapidement, est-ce que ici, je peux avoir ça au moins? Donc, on dit, bon, lance et on va voir. Moi, je me pose la question en tant que je pose cette question que dans ma pensée. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on veut faire ça. Parce que Atchadé a dit, quand ils ont gagné, ils ont bien dit qu'ils ne sont contre personne. Qu'eux, ils sont restés à la maison pour toujours maintenir leur opposition. Mais ceux qui ne peuvent pas résister, qui sont allés à l'abreuvoir, il ne faudrait pas qu'ils reviennent. Et c'est là que quelqu'un a posé la question de savoir si ils seront exclus du parti. Il dit, en son temps, ils vont agir. Maintenant, si je demande, si au moment où la justice a rendu, et la justice a donné raison à Nourine, si on les avait exclus, ça va être deux batailles à la fois. Donc, moi-même, je suis étonné de voir que ça revient bien. Autant dire, je crée mon parti, et pour faire foi, parce que les démocrates n'ont aucun élu. Donc, même s'il veut créer son parti, il pourrait avoir, si effectivement il drainait du monde, je préfère créer mon parti, parce que j'étais dans un parti. Le parti a décidé de prendre autre chemin que je n'ai pas respecté. Il y a un règlement intérieur. Même si sur la forme, la manière dont on dit que, tel qu'il est expliqué, on ne peut pas le dégager comme ça de la tête du parti, même si en tant que président intérimaire. Mais du moment où la justice a rendu son verdict, on accepte l'une l'autre dessus de la loi. Mais si on revient, on va encore repartir, c'est la même justice qui va encore se prononcer, non? Éric Moutété a plus de partisans que Nourine Atchadé, qui le motive à cette posture-là.
Il est obligé de faire démocrate. Il n'est pas obligé de faire démocrate si moi, au contraire, je préfère aller créer pour moi-même. La terre n'a pas empêché la création des partis. Hein. Donc je préfère créer pour moi-même pour qu'on puisse se mesurer sur le terrain. Vous comprenez? Alors, donc pourquoi chercher forcément pour être le chef de l'opposition, il faut que le parti ait d'abord une durée de vie, parce qu'aucun parti de l'opposition n'a d'élu, même pas un petit délégué. Alors, donc ils sont tous égaux, ils seront tous égaux s'ils créaient. Alors, moi je ne vois pas pourquoi on va encore perdre du temps. Si c'est la même justice qui va encore rendre un verdict aux mêmes personnes, je ne le vois pas. Hein. Eh bien, la justice aurait fait une mauvaise lecture et va revenir sur ça. C'est au dossier qui pourrait peut-être faire changer de décision. La première qui a donné raison à Nourinou, non? Non, une fois, deux fois, trois fois au moins. Et donc, il n'avait pas eu tous ces arguments pour... Quand même. Si le droit positif Benoît lui permet d'interjeter appel, qu'il le fasse, et c'est ce qu'il a fait. Donc, nous, on attend de voir. À l'appel, c'est souvent, c'est 15 jours. Ça, pour ça, là... On ne va pas faire de spéculation, mais qui a vraiment la légitimité de conduire ce parti entre Éric Nkété et Nourinou Tchadé? Alors, nous sommes, si le dossier est ouvert devant les juridictions, je crois que personne n'a le droit de réclamer la légitimité. Il y a quelqu'un qui a gagné le procès en premier lieu, c'est Tchadé. Mais quant à la légitimité c'est comme sur le droit vous donne la plénitude de ces pouvoirs-là, de dire c'est moi qui désormais, une fois que le dossier est ouvert, je crois qu'on va s'en tenir à ce qui sera dit par rapport à la justice et donc personne, selon moi, hein, personne... Et là, je me donne raison. Le lendemain, je casse. Et, bon, vous avez tout ce que vous avez fait avant que l'autre n'interjette appel. Je suppose que vous êtes administrateur des biens d'une famille. Vous avez posé des actes. Si quelqu'un de la famille, par rapport à la succession, dit « moi, je ne suis pas d'accord » et renvoie le dossier devant la juridiction, vous ne posez plus aucun acte qui engage votre truc là. Donc, il pourrait être exclu. Donc, tout ce qui a été fait avant la rouverture du dossier... Donc, nous réunions à le fait de n'avoir pas exclu. Non, moi je ne saurais le dire. Qu'est-ce que le règlement intérieur du parti dit et qu'est-ce que les tests du parti disent par rapport à ça? Ça, c'est leur cuisine. Mais vous voyez, on perd tellement de temps à discuter d'un... Pour moi, c'est un épiphénomène. Comme l'a dit Aubry, nous avions... Le président, est-ce que c'est la priorité, vous dites? Et si c'est leur manière d'exister dans l'actualité? Mais qu'ils existent, qu'on ne refuse pas qu'ils existent. Ils ont le droit, comme Béninois, d'exister. La loi d'association. Pourquoi c'est après la formation du gouvernement que cette question ressurgit et qu'après la démission de Paul Roumbert... Et on dit que quand les grands se battent, ce sont les petits qui en souffrent, les militants dans ce quid. Les militants, hein? Est-ce que ce parti, aujourd'hui, peut encore s'exprimer en termes de militants, s'auto-évaluer d'abord? Puisque avec le départ, dans la foulée de beaucoup de députés, c'est-à-dire ceux qui cotisaient, contribuaient, et ces députés, par la force des choses ou par le pouvoir de la rupture, sont reconduits députés, mais cette fois-ci, dans la mouvance présidentielle. Cela veut dire, c'est la preuve qu'ils sont partis avec leurs électeurs. C'est ce que, en parenthèse, le politique a voulu montrer à l'opinion. Quand on prend un Sodinou, on a dit, oh, il a vendu le parti, il est redevenu député, encore dans la 19e circonscription électorale. C'est la preuve que, même sans le parti LD, ce monsieur est ressorti indemne avec son fief. Donc, chaque député, tous ceux qui sont partis sont ressortis députés. Quel est le poids aujourd'hui des LD au Conseil en termes de... Moi, je pense même qu'on pèse beaucoup plus en termes de stratégie, en termes d'efficacité que le parti Les Démocrates qui peut-être continue de regarder dans le répertoire existant pour se mettre une peau de lion alors qu'il est totalement descendu à un niveau d'agneau aujourd'hui. Même poser cette question, moi je vois que peut-être que c'est de l'ironie. Puisque si moi je suis partisan et au moins vous qui êtes à la tête,
vous devez glaner des choses de part et d'autre. Je n'ai jamais été élu. Et les partis qui ont soutenu un candidat, qui ont pu gagner avec ce candidat, sont positionnés. Eux, ils vont mettre en place, ils vont nommer que leurs militants. Mais nous, on est dans l'opposition. Et nos chefs nous ont laissé, ils sont allés là-bas d'abord. Et ils sont revenus. Et moi, je dirais que je suis encore dedans. Alors, moi, comment il a... J'ai fait don de... Vous aurez compris, chers messieurs, mais il y a aussi l'AFCBE, ce parti qui a rejoint la majorité dont on n'a plus vraiment entendu parler depuis un moment, relié à Issou. Voilà, l'identité. Selon vous, comment ils se sentent au sein de la majorité présidentielle? On va faire un dernier tour de table pour conclure cette émission. Ce parti, je peux dire que est coutumier de ces régimes. Vous vous rappelez que celui autour duquel il se réunissait, le président Bouniaï, lui-même avait démissionné du parti et Hongbe a ramassé. Et après cette élection, maintenant, Hongbe dit que lui démissionne, le président même démissionne. Maintenant, ça ne reste pas. C'est la remorque, voilà, si la tête, la remorque, c'est fini, tous ceux qui sont derrière vont se... Donc, moi, je ne voulais pas. Donc, moi, allez-y. Je dirais que, pour faire beaucoup plus sérieux, je dirais que c'est peut-être l'agenda du parti. C'est l'agenda du parti. Le parti, le parti a décidé désormais de ramer de ce côté-là. Et donc, nous prenons aussi acte. Mais je voudrais juste rappeler un principe. C'est le principe de la trêve politique. Et donc, plus aucun parti politique aujourd'hui n'a intérêt à jouer les Django, comme le dirait l'autre. Non, les partis existent. C'est pas le fait de ne pas faire des activités. Non, d'accord. Mais quel est l'essence? Là, j'avance, les autres auront la besoin. Quel est l'essence même, l'essence suprême d'un parti politique? C'est de conquérir le pouvoir. De conquérir le pouvoir. Mais on vous dit, vous n'avez rien à espérer pendant 6 ans. Et donc, travaillons à l'interne. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'on se retrouve du côté de la mouvance est une politique... Non, là aussi, c'est pas plus de la trêve, parce que même démissionner de son parti, c'est plus de la trêve. Parce que les dés sont pipés. Oui. Et tu es resté dans ta position, tu restes là-bas jusqu'à la date. Donc, même démissionner de son parti, on ne doit plus accepter, on ne peut plus rallier en temps normal. En temps normal, je suis d'accord avec vous. Ne demandez pas à ceux-là qui sont habitués à vivre de la chose politique de rester sur le banc de touche et d'observer le son. On ne les sent pas. On a l'impression que depuis qu'ils ont fondu, encore moins celui qui est allé à l'élection présidentielle. Quand vous dites comme ça, et on va dire qu'il a trêve, et on dit qu'on démissionne. Qui est fin du match a déjà annoncé que si le camp en face gagnait, lui les suit en même temps, puisque lui ne veut plus faire... quel que soit le côté, donc lui-même savait qu'il partait pour faire une figuration. Pose justement, c'est leur identité au sein de la majorité. Ils vont nous décliner cette identité les jours à venir. S'il y a toujours des fidèles, est-ce que c'est des fidèles, des sympathisants ou adhérents du parti FCBE qui continuent de croire en leurs choses et qui continuent d'assurer, vivre dans un wagon sans tête. C'est leur bonheur, s'ils sont heureux dedans. Moi, je sais une chose. Celui qui aura réussi dans son cours dans l'arène politique du Bénin ces 3 dernières années, c'est Paul Hongbe. Pendant qu'un parti aussi fort que les démocrates n'a pas réussi à avoir son quitus fiscal, ce monsieur a réussi à aller négocier, chercher pour lui. Pendant que toute la machine, ministre, député, l'artillerie politique talon était en face, il a accepté d'aller aux élections. Vous avez vu, il a bien joué ce rôle. Quitte à se plaindre qu'on ne lui a pas donné suffisamment d'argent. Oui, 4%. C'est beaucoup. Puisque... Allez déjà... L'élection municipale, l'élection législative, ils avaient combien? Non, allez déjà aux élections. Moi, je pense que... aller déjà aux élections relève d'un exploit extraordinaire
par ces temps qui courent au niveau de la politique béninoise. Alors, ayant réussi ça là, c'est sûr, vous allez voir, oui, lorsqu'une certaine presse a commencé à agiter que le poste de médiateur de la République était devenu vacant, vous allez voir automatiquement, c'est dans la même semaine, Paul Ompé a démissionné, les forces Tori ont fait un communiqué pour féliciter. Vous allez sentir que la clique des communiqués qui passent aujourd'hui, c'est juste pour rappeler au président Romuald Wadaï, on est là, il ne faut pas tout partager. Voilà, il faut penser à nous, il y a la médiature, il y a les ambassades, il faut penser à nous, c'est simplement comme ça, je traduis tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui comme activité politique. Personne ne veut jouer au banc pendant 7 ans. C'est comme ça les politiciens béninois conçoivent la politique. Ils n'ont rien appris à part ça. Nous avions travaillé, je pense que les acteurs, même que Romuald doit chouchouter, c'est la presse. À aucun moment dans son projet de société, il ne nous a fait une page spéciale, non. Mais il y a le ministère de la Communication. Il nous a ramené un ministère de la Communication dont on ne connaît pas les moyens qu'il veut donner et les attributs qu'il veut nous donner. Alors moi, je pense que les acteurs clés, ça a été les médias, hein, on a tout donné pour que cet avènement d'un homme nouveau, de quelqu'un qui est un peu éloigné des politiques, qui n'a pas tout le temps surfé sur les querelles politiques pour se faire sa part belle. C'est à ça toute la presse a travaillé. On est resté très discipliné. Et moi, je crois que c'est le lieu pour lui aujourd'hui de se rappeler de nous. Nous ne commandons aucune puissance. C'est un peu comme les syndicats qui demandent l'augmentation de salaire. Il faut qu'ils pensent à nous. De communication. Et qu'aujourd'hui, il avait 5 dans chaque cellule, au moins 100 journalistes, familles seront impactées. Et que la normale communication de parenthèse soit effacée. Non, là, on peut parler de normale communication. On en a vraiment vers ceux qui... Plus on est renfermé, plus les critiques foisonnent. Hein. Merci à vous. C'est un plaisir. Hein, un plaisir pour nous aussi de vous avoir eu. Il y a Kadja que je reçois aussi pour la toute première fois. Merci à vous, chers invités, pour la qualité de vos analyses. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va se donner rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Dimanche, c'est politique.